Il y a eu 66 tours lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone et on va en parler parce qu'après on a encore 2 autres courses consécutives et il y a assez peu de choses à conclure de ce Grand Prix, donc on va essayer de synthétiser ça assez rapidement aujourd'hui. Mais avant de regarder un petit peu la course pour la victoire et le débrief pilote par pilote, je vous invite à regarder les différentes stratégies qui ont été employées ce dimanche. Voilà, on les a toutes vues, c'était toutes les mêmes. Bon, peut-être pas autant qu'au Grand Prix de Monaco par exemple, mais ça se résumait avec un départ en pneus tendres pour absolument tout le monde à l'exception d'Alex Albon, et ensuite on est calé sur du 2 arrêts comme on s'y attendait. L'usure pneumatique était assez excessive ce dimanche, mais dans l'ensemble tout le monde a collé sur une stratégie en tendre, médium, tendre. On a eu quelques exceptions avec en fin de course quelques pilotes qui sont passés en pneus durs, notamment George Russell et Carlos Sainz dans le top 10 pour qui ça n'a pas du tout marché. On notera aussi les 2 Alpines qui sont passés en pneus durs en fin de Grand Prix, ce qui a potentiellement coûté quelques points à Pierre Gasly en fin de course, mais on y reviendra. Et Sergio Pérez qui est le seul pilote du top 10 à avoir fait une stratégie en 3 arrêts en réponse à une très mauvaise position sur la grille. On a aussi eu Yuki Tsunoda qui nous a fait une stratégie en 3 arrêts. Alors pour cette première partie, on va vraiment s'intéresser au cas de Verstappen et de Norris. Ça va pas vraiment être un cas équipe par équipe pour le coup aujourd'hui, parce que le fait est que aux avant-postes, il y a 2 pilotes qui surclassent très clairement leur voiture, et ce sont Verstappen et Norris. Et en phase 2, on a des coéquipiers qui sont un peu en difficulté depuis quelques Grands Prix. On a pas mal tapé sur Lando Norris, en effet, à juste titre, puisque, encore une fois, avec ce Grand Prix d'Espagne, Lando Norris continue à perpétuer son record de 100% de pole position non convertie. C'est dramatique, puisque ça en fait 2 sur 2. Donc voilà, c'est absolument énorme comme ratio. Toute blague mise de côté, je pense qu'il est intéressant de s'arrêter un petit peu dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui sont éludées à mon sens, et j'en mets grandement la responsabilité sur Lando Norris qui, au-delà de ne pas avoir pris un départ aussi bon qu'il aurait dû sur un tracé où il y a 600 mètres de ligne droite avant le premier freinage, a aussi commis l'erreur impardonnable à mon sens, à chaud, de dire « je n'ai pas gagné la course alors que j'avais la meilleure voiture », ce qui est à mon sens une bêtise. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure voiture en Formule 1 à l'heure actuelle, enfin il y en a 2 qui sont la McLaren et la Red Bull, sachant que ça alterne en fonction des grands prix. On a vu qu'au Canada, Mercedes était capable d'avoir la meilleure voiture, on a vu à Monaco que Ferrari était capable d'avoir eux aussi la meilleure voiture, donc on est vraiment dans une configuration, je pense, où on a 4 top teams. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier en Formule 1, j'en plaisantais très longtemps, il y a des années, mais je tiens à le rappeler, la Formule 1, les pilotes, les équipes ne sont pas des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes Pokémon, où chacune ont des statistiques prédéfinies qui vont dire si telle équipe doit être à telle position. Non, là on est à un tel niveau d'excellence où on a 4 équipes qui peuvent factuellement jouer aux avant-postes, mais où la hiérarchie va se décider sur quelle équipe sera capable d'avoir la meilleure efficacité en termes de travail, la meilleure gestion de ses réglages, et aussi quels pilotes seront capables d'extraire au mieux le potentiel de leur monoplace. Ce week-end, ça a été Verstappen et Norris qui en ont extrait le maximum d'une McLaren et d'une Red Bull, qui restent les 2 grandes forces de ces derniers Grands Prix. Et pourquoi pense-je que Lando Norris a réagi à chaud en se lamentant de ne pas avoir été capable de ne pas avoir gagné la course malgré le fait qu'il avait la meilleure voiture? Eh bien, je pense que c'est faux, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre dans une vue de globalité sur le dimanche. Je m'explique, il ne fait absolument aucun doute que Lando Norris avait la meilleure voiture, en effet, en fin de Grand Prix cependant. Je me suis retourné sur les quelques chronos de fin de course. On voit que Verstappen s'est arrêté 3 tours plus tôt pour chausser des pneus neufs tendres, alors que Norris a pris des pneus usés tendres, et les temps autour, il n'y a vraiment pas photo quand on les regarde. On voit que il y a facilement 3-4 dixièmes de différence entre les deux. Maintenant, reste à savoir à quel point Verstappen, qui était aux avant-postes, a géré cette avance, même si on peut se dire qu'une avance qui passe de 9 à 2 secondes en une quinzaine de tours, c'est pas rien non plus. Je pense qu'il y avait un net avantage dans la McLaren, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'une course, c'est pas un sprint de 15 tours, sauf ce week-end en Autriche, il y a le retour du sprint, c'est génial, je vais enfin pouvoir me reposer un petit peu le vendredi en ne regardant pas du tout ce qui va se passer en Formule 1, mais toute chose mise de côté. Il y a aussi un début de course, et au début de course, Verstappen a été le meilleur, puisqu'il a été capable de prendre les commandes très rapidement.
Norris n'a pas été capable de se débarrasser rapidement de George Russell et ça lui a coûté beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose que je souhaite remettre en avant et qui est un peu omis à mon sens et qui est une erreur, c'est que la Red Bull, depuis 2022, reste la meilleure voiture sur les longs relais en général et principalement sur les débuts de course. C'est-à-dire les débuts de course, je vous le rappelle, au cas où vous l'ayez oublié ou au cas où vous soyez tout neuf dans le public en Formule 1, en début de course, on a 80 litres d'essence et en fin de course, il y en a à peu près 70 de moins. Donc ça veut dire que la voiture se comporte différemment, que ce soit en termes d'équilibre, que ce soit en termes de gestion pneumatique et de tout ce qui va avec. Une voiture plus lourde de 80 kg, forcément ça se comporte pas pareil à très haute vitesse. Et je pense que Verstappen et Red Bull l'ont très bien compris. On a même eu un petit échange de l'ingénieur de Verstappen qui lui faisait comprendre en début de course, c'est maintenant ou jamais, puisque je pense que le sous-texte, c'est à ce moment-là qu'on peut faire la différence. Et le fait est que avec Verstappen qui a enchaîné un excellent début de premier relais et Norris qui a passé beaucoup de temps coincé derrière Russell, qui nous ont offert d'ailleurs au passage une très belle lutte dans tout le premier secteur entre ces deux-là, et je pense que ça a fait toute la différence puisque sur le reste de la course, sur le second relais, ils étaient plus ou moins sur des mêmes temps autour et ensuite en fin de course, Norris semblait clairement plus rapide, donc à vide. Je pense que la McLaren est effectivement la machine la plus performante, mais une fois les réservoirs remplis, la balance tend plus du côté de Red Bull, et je tiens à rappeler que c'est ce qui a fait la grande différence en 2022 entre Ferrari et Red Bull, c'est que à vide, Ferrari était la meilleure, mais que avec le réservoir à plein, Red Bull avait un très net avantage. Ceci mis de côté, ça a été encore une fois un week-end à se questionner sur la prolongation de Sergio Pérez avec une pauvre 8e position sur la grille de départ avec 3 places de pénalité, ce qui lui a valu une 8e place en qualif et une 8e place au drapeau à damier. Il a donc été contraint de convertir sa stratégie à du 3 arrêts pour justement essayer de passer les incroyables et solides Alpine Renault de Pierre Gasly et Esteban Ocon en fin de course, qu'il a dépassé avec un dernier relais en pneus soft contre les Alpines qui étaient en pneus durs. Encore une fois, les pneus durs qui étaient très clairement un mauvais appel stratégique, mais on aura le temps de continuer à en parler sur le reste de cette émission. Dans l'ensemble, Pérez, ça a été un nouveau week-end assez décevant si on regarde un peu les comparaisons des rythmes de course avec le magnifique Formule Blabla Teammate Duel Championship Generator 2000 par Strigon. On voit que Verstappen, malgré une stratégie à 2 arrêts du coup, ce qui signifie qu'il a dû faire tenir ses pneumatiques plus longtemps et donc attaquer moins que Pérez, a quand même été plus rapide, a eu des temps autour globalement plus rapides que son coéquipier. Mais bon, ceci étant dit, on va s'intéresser également au cas de Oscar Piastri qui a été en difficulté ce week-end également avec une Q3 qui a été totalement ratée, avec un premier tour qu'il a raté et un second tour qu'il a également raté en sortant des limites de piste, où je me mélange. Il y a eu quelque chose comme ça, quoi qu'il en soit, une nouvelle démonstration d'un Oscar Piastri qui... au-delà d'avoir un beau potentiel, a besoin encore de temps. Je le mets pas dans le même panier que Sergio Pérez, parce que Sergio Pérez, ça fait 13 ans qu'il est en Formule 1. Piastri, c'est sa 2e saison complète, donc on lui laisse encore un peu de marge de manœuvre, surtout qu'on a vu que depuis quelques grands prix en rythme de course, il est tout à fait capable de commencer à suivre un peu le rythme de Norris, mais je pense qu'on est vraiment dans une phase où Lando Norris arrive un petit peu à son plafond de verre en quelque sorte. Il commence à atteindre le pic de ses performances. Quand il est arrivé en 2019, beaucoup le décrivaient comme un diamant brut qui avait besoin de beaucoup de temps d'affinage, mais qui avait déjà un beau potentiel. Et le fait est que depuis 2-3 saisons, on le voit de plus en plus s'affiner. On l'a vu avec un super tour en qualification et avec une course qui a été, malgré un premier relais qui était pas au niveau, a été une course très solide. Donc ça s'est retourné un peu contre Norris. Allez, on enchaîne avec un très bon week-end à nouveau de Mercedes. Ça y est, les refs, Mercedes est de retour après une pole position au Canada, un podium, un autre podium ce week-end en Espagne. On peut l'affirmer haut et fort, Mercedes, le pire est passé, et c'est pas du tout comme en 2022 où ils étaient revenus en forme au Canada et en Espagne, ou en 2023 où ils étaient revenus en forme au Canada et en Espagne, et où après ils ont continué à se casser la gueule. Cette année, c'est pas pareil, parce que cette année, on le dit dans les médias.
Comment ça, j'en fais trop avec le sarcasme? Ah, oui, mais des fois, on me prend trop au sérieux, donc je suis obligé d'en faire des caisses, non? Bref, quoi qu'il en soit, il y a une confiance qui est retrouvée très clairement chez Mercedes, mais bon, on va attendre le retour en Autriche, hein, qui est un circuit sur lequel ils se sont pas mal plantés ces dernières années. Je vous invite quand même un peu à la prudence chez Mercedes, c'est l'expérience. Je dis ça par habitude, je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, ça a été un nouveau très fort week-end des deux pilotes. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, Lewis Hamilton a défoncé George Russell de 2 millièmes en qualification, montrant à quel point je pense que le duo Mercedes reste peut-être le plus équilibré sur la grille à l'heure actuelle, puisqu'on a toujours les deux qui sont là, que ce soit en qualification ou en course, avec ce week-end un avantage dans le clan Lewis Hamilton, même si, encore une fois, je mets tout le crédit à George Russell, qui pour moi, avec ce magnifique premier tour, a réussi à faire oublier toutes ces sales bêtises du Canada qui lui ont coûté la victoire. Et je pense que cette mauvaise fin de course que l'on voit sur les temps autour, donc avec Lewis Hamilton qui a de nets meilleurs temps en course que Russell, on voit que l'ensemble de leur tour reste très constant, donc ça veut dire que sur les deux premiers relais, qui étaient en soft puis en médium, on a été très proche entre les deux pilotes Mercedes, mais c'est vraiment en fin de course, lorsque Russell est passé en pneu dur, que là ça a été une catastrophe, et il a pas mal pesté, mais bon, hein, c'est comme ça, il fallait tenter le coup. Au final, pour Mercedes, ça change rien, ils étaient 3 et 4, ils finissent 3 et 4, un coup ça s'est retourné contre Hamilton au Canada, ce week-end ça a été contre Russell. Quand on joue ces positions-là, il n'y a pas de place à mon sens aux guerres d'orgueil. N'est-ce pas Carlos Sainz qui a également pesté d'avoir été celui qui a subi la stratégie en pneus durs en fin de course chez Ferrari, et qui a également pesté d'avoir un règlement en Formule 1 qui n'est pas respecté, puisque après s'être accroché avec son coéquipier au premier virage, s'est accroché avec Lewis Hamilton, à chaque fois avec une stratégie que j'ai trouvée très intéressante. Il y avait presque un côté hamiltonien, quelque chose que j'ai trouvé toujours très malin avec Hamilton, lorsqu'il avait des luttes vraiment très engagées, c'est qu'il arrivait toujours à forcer son adversaire à piloter de manière un petit peu sale, c'est-à-dire à se forcer dans une position où lui-même, en tant qu'attaquant, se retrouvera en position plus victimaire, entre guillemets, et où du coup, forçant un peu l'adversaire à soit se dire « mince, je vais devoir taper dans l'autre ou relâcher le pied », ou alors de laisser l'autre se dire « bon, bah, je vais taper dans l'autre et je me prendrai peut-être une pénalité ». Et j'ai eu l'impression que ça a été l'approche de Carlos Sainz au virage 1 avec son coéquipier d'abord et puis avec Lewis Hamilton, en laissant à chaque fois, que ce soit à Leclerc ou à Hamilton, la trajectoire de l'intérieur, donc du point de corde, et ensuite en conservant suffisamment l'extérieur et en refermant le virage comme un bâtard, forçant du coup à chaque fois Leclerc et Hamilton à le toucher. Bon, quand on lutte avec Hamilton, je le comprends, quand on lutte avec son coéquipier, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Mais bon, ça a marché, hein, ça lui a permis de passer devant sur le premier relais. J'en parle parce que je trouve ça cocasse, voilà, à souligner. Je pense pas qu'il y ait plus de mauvaises intentions, hein, ça reste des pilotes de course, ils seront toujours de mauvaise foi, que ce soit Sainz, Leclerc, Hamilton ou qui vous voulez, ils seront toujours de mauvaise foi. C'est le propre des pilotes de course, ils sont là pour être de mauvaise foi, ils sont là pour penser qu'à leur gueule. Passons, ça a été un nouveau week-end un peu difficile pour Ferrari qui finit 4e force, mais encore une fois, ça se joue à vraiment pas grand-chose avec une course très solide de Charles Leclerc, mais avec pas mal de temps perdu ici et là, et au final, à moins d'avoir un week-end vraiment parfait, il n'y avait aucun moyen d'aller chercher les Mercedes pour Ferrari. L'eussent-tu cru? Après avoir verrouillé plusieurs fois la dernière ligne en début de saison, les Alpines sont devenues la claire 5e force du peloton, donc bravo à l'équipe de Enstone / Viry-Châtillon qui continue d'être la risée du plateau, mais qui, encore une fois, délivre des résultats, et c'est une ironie formidable avec cette équipe depuis des années. C'est-à-dire que c'est la risée du plateau. Tout le monde se moque d'eux, personne veut y aller. L'équipe fait assez peur. Surtout qu'on a eu l'arrivée de Monsieur Flavio B, ce qui est pas bon présage. On a eu des rumeurs de la séparation entre Viry-Châtillon et Enstone. Mais je vais pas en parler plus, on l'a déjà fait en podcast, vous le retrouvez sur Blabla F1 VOD, et l'extrait arrivera dans les prochains jours. Si vous voulez pas vous taper le podcast en entier, de toute façon il y a les timecodes.
Ceci étant dit, ça a été une course très solide, surtout du côté de Pierre Gasly qui a fait un excellent week-end. Qui, je pense, a vraiment maximisé ce qu'il avait dans sa voiture, peut-être mis en avant par un Esteban Ocon qui a été en claire difficulté ce week-end. Je disais que Gasly aurait pu chercher un petit point en plus, enfin 2 petits points en plus du coup, parce qu'il a eu un arrêt de 6 secondes, ce qui a été très coûteux, et il perd la position face à Perez dans le tout dernier tour. Et sachant qu'en fin de course, les deux Alpines étaient en pneus durs et que c'était une très mauvaise stratégie. Et malgré le fait que Ocon bénéficiait du meilleur châssis, enfin meilleur entre guillemets, le châssis le plus léger, parce qu'on parle quand même de la 4e équipe du plateau en termes d'infrastructure, c'est-à-dire tu as Red Bull, Ferrari, Mercedes et Alpine Renault, les 4 seules équipes qui construisent leurs bagnoles et leurs moteurs, et tu as quand même cette équipe qui n'est pas fichue d'avoir 2 châssis identiques. Après 10 courses, bravo, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que cette équipe ne fait envie à personne et que l'an prochain, il y a de grandes chances, dans les pires scénarios, on passe d'un duo Ocon-Gasly, 2 pilotes qui sont capables d'aller chercher les meilleurs résultats pratiquement à chaque fois, à ce qui sera peut-être un duo Zhou Guanyu et Jack Doohan, qui sont 2 pilotes que j'apprécie au demeurant, mais qui clairement ne seront pas des pilotes qui feront des entrées constantes dans les points comme l'ont fait Ocon et Gasly quand on a un plateau aussi serré. Mais bon, toute mauvaise foi mise de côté, un bon week-end des pilotes, une équipe qui s'améliore mais qui a grand besoin d'avoir au moins un second châssis avant de régler ses problèmes en interne. Les Haas ont battu les Aston Martin une nouvelle fois. C'est des points virtuels, c'est des 0 points, parce que c'est la 11e place, mais Nico Hülkenberg enchaîne les 11e places avec ce qui a été un nouveau week-end très fort de sa part, je pense, mais qui n'a pas pu aller chercher beaucoup plus. Manquement tout simplement du rythme de la voiture. Et c'est toujours une guerre d'orgueil de terminer devant une Aston Martin Mercedes pilotée par Fernando Alonso. Donc bravo à Nico Hülkenberg et coucou à Kevin Magnussen. Mais bon, pour sa défense, il y a Oli Berman qui sera très probablement annoncé dans les prochains jours. Donc il commence à avoir un petit peu peur peut-être pour ses miches. C'est dommage K-Mag, c'est dommage parce que quand t'es capable, tu peux sortir des belles perfs comme il nous l'a fait au Canada. J'ai pas pu parler du Grand Prix du Canada, j'en suis navré, c'était une très belle course. Mais bon, pour ma défense... C'était mon premier anniversaire sans celui de mon petit frère qui est mort. Du coup, j'étais triste. Ça marche comme excuse ou pas ? Ouais, je sais, tant que je peux jouer la carte, je vais la jouer. Je suis comme ça, parce que je suis né le 11 juin, mon frère était né le 12, donc c'est rigolo. Ouin, lâchez des subs, donnez-moi des thunes. Si ça peut marcher, en vrai, je le ferai. En tout cas, c'est dommage, parce que Kevin Magnussen nous avait fait un super début de course au Canada, avec plein de dépassements, j'ai pas pu en parler, et c'était fort sympathique de le voir un petit peu, de rappeler ce dont il est capable, ce pilote, quand il se sort les doigts. Mais ce week-end, on a eu tout l'inverse, un pilote qui, encore une fois, se retrouve bloqué en Q1, pardon. Alors oui, il a eu du trafic, mais au bout d'un moment, ça fait 2 ans qu'il a trop de trafic en Q1, Magnussen, et c'est un pilote qui commence à avoir beaucoup trop d'excuses, et en course, il a sauté le départ, ce qui lui a valu quelques secondes de pénalité, 5 secondes. Magnussen en a pris l'entière responsabilité. Chez Aston Martin, j'ai même pas envie d'en parler, c'est déprimant, quand on sait que l'équipe revivait ici même en 2022, commençait à ressentir le bénéfice de l'arrivée de Dan Fallows et de tous ces grands recrutements et qui se cassent la gueule. Alors en 2023, ils se sont cassés la gueule ici aussi, mais bon, c'est dommage de voir Aston Martin qui patauge depuis... maintenant, ça va faire une saison complète. Ça commençait à être la fin de la série de podiums de Fernando Alonso. Je crois que c'était le premier Grand Prix sans podium d'Alonso. Il avait dit... Messieurs, je vous le promets, je vous en fais la parole d'homme politique. C'était la première et la dernière fois que je ne suis pas sur le podium cette année. Le reste, c'est de l'histoire. J'ai assez peu à ajouter, je pense que les 2 pilotes ont fait ce qu'ils ont pu, à savoir surtout Alonso et Lance Stroll, il est passé, c'était sympa. Il y avait enfin une chance de marquer des points chez les kicks. Bottas avait placé sa kick en 12e place, donc juste derrière Alonso, c'était... il avait mis sa petite kick devant Alonso, quand on sait que Alonso finit
aux portes des points. On se dit que ça aurait pu être le cas pour Bottas, mais non. Il a fallu qu'on enchaîne avec un second relais en soft, et ça a été... c'était pas bon. Et un second relais en pneu soft usé, et il nous a fait un dernier relais que je regarde, que je dise pas de bêtises dans mes calculs, 9784 tours avec des pneus durs jusqu'en fin de course, ce qui n'a absolument pas marché, et ce qui lui a valu donc de terminer très loin derrière Zhou Guanyu, alors que Zhou Guanyu, je suis désolé, il continue d'être celui qui rapporte les meilleures places de l'équipe, mais le fait est qu'il était pas dans le coup encore une fois ce week-end. Rapidement, parlons des RB qui sont arrivés avec des améliorations significatives ce week-end, et qui leur ont valu du coup la 17e et 18e place en qualification, et là, que je dise pas de bêtises, 15e et 19e place au drapeau à damier. Très belles améliorations, vraiment. Quand il y a des choses comme ça, j'ai très peu à dire, si ce n'est que Ricciardo semblait être le meilleur des deux pilotes, mais très sincèrement, à ce niveau, dans un plateau qui est aussi condensé, c'est très dur de lire quoi que ce soit de plus, enfin... En tout cas, à mon niveau, surtout que ça a été des courses assez solitaires de leur côté, puisque, comme je le dis, quand on a un plateau aussi serré, on finit là où on commence, en quelque sorte. Et je vais en dire pareil pour les Williams, qui ont toujours été très en galère sur le circuit de Barcelone. Statistique que je vole à F1 TV, Alex Jakes qui nous disait... Williams n'a pas mis de points ici depuis 2016. Le duo, c'était Felipe Massa, Valtteri Bottas. C'est vous dire à quel point c'est il y a très très longtemps. Le fait est que Albon a souligné de nettes améliorations sur le comportement de la voiture sur ce tracé. Bon, c'est toujours ça. Et Logan Sargent, honnêtement, j'espère qu'il kiffe ses dernières courses en Formule 1. Moi, ça me fait plaisir de le voir. C'est un gars sympa. Et je vais m'en arrêter là, je pense que j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps pour ce que valait réellement cette course. Merci de m'avoir supporté aussi longtemps. Rendez-vous ce week-end pour vivre un magnifique Formula 1 Sprint, la Formule 1 plus rapide que vous ne l'avez jamais vue. Moi, je ferai dodo, je pense. Des gros bisous et à très bientôt sur Snapchat.